Bonjour. Cet exercice porte sur les idéaux maximaux d'un anneau commutatif. Si A est un anneau commutatif et I un idéal de A, on dit que I est maximal si c'est différent de A, donc si l'inclusion est stricte. Et en plus, si je prends un idéal de A plus grand que I, donc si je prends un I' qui contient I, strictement, alors I' doit être égal à A. C'est-à-dire que I est maximal pour l'inclusion parmi les idéaux stricts de A. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver un I', un idéal I' qui inclut strictement dans A et contient strictement I. Donc ça, c'est la définition de I est un idéal maximal. Un exemple, si vous prenez 15Z, les multiples de 15, c'est un idéal de Z, un idéal strict de Z, mais il n'est pas maximal. Pourquoi ? Car 5Z, les multiples de 5, est un idéal de Z qui contient strictement 15Z et qui est inclus strictement dans Z. On va voir dans la question 3 que les idéaux maximaux de Z sont les PZ ou P premiers. Donc par exemple 5Z lui est un idéal maximal, alors que 15Z ne l'est pas, car 5 est premier et 15 ne l'est pas. Dans la première question, on va caractériser les idéaux maximaux en termes de quotient. Donc, les quotients, le quotient d'un anneau commutatif par un idéal, c'est l'un des sujets qui sont pas vraiment explicitement au programme des concours pour les classes préparatoires, mais qu'il faut mieux connaître. C'est un grand classique. Je dis un tout petit mot sur les quotients, un petit rappel, et on consacrera des vidéos pour ça plus tard. Le quotient de l'anneau par un idéal, ça se construit exactement comme on construit Z sur NZ à partir de Z et NZ. C'est-à-dire, quand I est un idéal de A, vous définissez d'abord une relation d'équivalence sur A. Donc, vous dites que X est en relation avec Y si et seulement si la différence X moins Y appartient à I. On vérifie que c'est une relation d'équivalence, on vérifie facilement. Et puis, l'ensemble des classes d'équivalence, on le note par A sur I. Donc A sur I, c'est l'ensemble des classes d'équivalence. Les classes de X lorsque X appartient à A. Et la relation d'équivalence sera compatible avec les deux lois d'anneau. Et donc, on pourra construire sur l'ensemble des classes d'équivalence, on pourra définir deux relations. Donc, une relation somme, une relation produit. Et la somme de deux classes, c'est la classe de la somme des éléments, par définition. Et le produit, encore de la classe de X et la classe de Y, c'est par définition la classe du produit. Et c'est une définition qui marche bien, parce que la compatibilité fait que la définition de plus bar et fois bar, c'est indépendant des représentants de la classe de X ou de la classe de Y. Et on aura alors que l'ensemble des classes avec ces deux lois, plus bar et fois bar, c'est un anneau avec l'élément nul, la classe de 0, et l'élément unité, c'est la classe d'1. Où 0 et 1, c'est les éléments nuls et unités de l'anneau A. Et dans la première question, on va démontrer que I est maximal si et seulement si l'anneau A sur I, le quotient, est un corps. Donc, commençons par ça. Dans un premier sens, je suppose que I maximal. Et montrons que A sur I est un corps, donc je dois prendre un élément non nul de A sur I et montrer qu'il est inversible. Donc je prends A bar dans A sur I, qui est non nul, donc qui n'est pas égal à la classe de 0. Et maintenant, on doit montrer que A bar est inversible dans A sur I. Donc je dois trouver un B bar, dans le quotient aussi, tel que A bar fois bar B bar, c'est égal à l'élément unité de A sur I, qui est la classe de 1 bar. Et bien sûr, je dois utiliser que I est maximal. Donc je dis que A bar n'est pas égal à la classe de 0. C'est le choix de A bar. Et ça veut dire, d'après la définition de la relation d'équivalence, que A moins 0 n'appartient pas à I. Qui veut dire que A n'appartient pas à I. Et qui à son tour implique que l'idéal engendré par I et A, donc l'idéal I plus grand A fois petit a, donc c'est un idéal qui contient I et il contient A, et A n'est pas dans I, donc c'est un idéal strictement plus grand que I.
Mais par la maximalité de I, maintenant j'utilise que I est maximal. Par la maximalité de I, j'ai forcément que I plus grand A fois petit a, c'est égal à l'anneau grand A. Parce que la maximalité de I dit que je ne peux pas avoir un idéal strict de A qui contient strictement I. Donc si cet idéal de droite contient strictement I, alors il peut pas être un idéal strict de A. Il doit être égal à A. Et maintenant voilà, donc je dois trouver un élément B bar, tel que A bar fois bar B bar égale 1 bar. Donc je regarde cette égalité entre deux ensembles. L'élément 1 est dans l'ensemble de droite, qui est égal à l'ensemble de gauche. Donc je peux écrire 1 comme un élément de I, donc un élément X de I, plus un élément de grand A fois petit a. Donc plus un élément de la forme grand alpha A, avec X dans I et alpha dans A. Donc je peux trouver un élément X dans I et alpha dans A, tel que 1 soit égal à X plus alpha A. Et maintenant, par passage au quotient, la classe de 1, c'est égal à la classe de X plus alpha A. Et la classe de X plus alpha A, par définition de plus bar et fois bar, c'est la classe de X plus bar, la classe de alpha fois bar, la classe de A. Et comme X appartient à I, la classe de X modulo I, c'est 0. Donc ça, c'est 0 bar. Et 0 bar plus bar quelque chose, c'est quelque chose. Donc tout ça, c'est égal à alpha bar fois bar, A bar. Et voilà, j'ai trouvé un élément de A sur I, qui, quand je multiplie par la classe de A, j'aurai l'élément neutre de A sur I. Et donc, la classe de A est inversible dans A sur I, et l'inverse, c'est la classe de alpha. Et donc, on a montré le premier sens. Si I est maximal, alors A sur I est encore. Montrons le sens inverse maintenant. Supposons que A sur I est encore, et montrons que I est maximal. Comment je dois montrer que I est maximal? Donc, je dois prendre un idéal, I', qui contient strictement I. Et je dois montrer alors que I' égale A. Montrons que I' égale A. Maintenant, pour montrer qu'un idéal est égal à l'anneau tout entier, il suffit de montrer que l'élément neutre de A est dans I'. Donc, on va montrer que 1 est dans I'. Et on aura automatiquement que I' égale A. Et je veux tirer profit du fait que A sur I est encore. Donc, que tout élément non nul de A sur I est inversible. Ce que je vais faire, je vais prendre un élément de I' qui n'est pas dans I. Donc je vais prendre un élément A qui est dans I', qui n'est pas dans I. Alors la classe de A modulo I est non nulle, par définition de la relation d'équivalence. Et comme A sur I est un corps, la classe de A est inversible. Donc il existe un élément B dans A, tel que la classe de A fois la classe de B, c'est égal à la classe de 1, modulo I. Et ça veut dire que A fois B moins 1 est un élément X de I. Ou aussi, je peux écrire 1, c'est égal à AB moins X. Et maintenant, je regarde bien. Donc, l'élément petit a, il est dans I'. Et I' est un idéal, donc quand je multiplie A par n'importe quel élément de grand A, ça reste dans I'. Donc AB appartient à I'. Et le X, lui, il est dans I. Et I est inclus dans I'. C'est mon hypothèse. I' est un idéal qui contient I. Bon, I' est un idéal, la différence de deux éléments de I' est un élément de I'. Ça donne que 1 appartient à I'. Et ça donne automatiquement que I' égale A. Donc, j'ai montré ce qu'il faut. Si je prends un idéal de A qui contient strictement I, cet idéal est égal à l'anneau tout entier, sous condition que A sur I est un corps. Et on a alors établi la question 1. Pour la question 2, donc, il faut montrer que tout idéal maximal est un idéal premier. Un petit rappel sur les idéaux premiers. Quand est-ce que I est premier? I est premier si et seulement si le produit de deux éléments qui ne sont pas dans I est un élément qui n'est pas dans I. C'est-à-dire que le complémentaire de I dans A est stable parfois. Stable par la loi fois de l'anneau A. Et ça est vrai si et seulement si le quotient A sur I est un anneau intègre.
C'est la même chose. Dire que X n'appartient pas à I et Y n'appartient pas à I, ça implique que X, Y n'appartient pas à I. C'est la même chose que le formuler en termes de quotient. En termes de quotient modulo I, X n'appartient pas à I, ça devient X bar différent de 0 bar. Et Y n'appartient pas à I, c'est-à-dire classe de Y n'est pas égale à la classe de 0. Ça implique que X, Y n'appartient pas à I, ça veut dire que X bar fois bar Y bar différent de 0 bar. Vous voyez, ça et ça c'est équivalent. La ligne d'en haut, c'est la définition de I est un idéal premier. La ligne d'en bas, c'est la définition de A sur I est intègre. Et c'est la même chose. Donc, dire que I est premier revient à dire que A sur I est un anneau intègre. Et pourquoi alors tout idéal maximal est premier? Tout simplement parce que tout corps est un anneau intègre. Donc on a que si I est maximal, d'après la question 1, A sur I est un corps. Donc A sur I est un anneau intègre. Et d'après ce qu'on vient de dire, I est premier. Et on a alors que tout idéal maximal est un idéal premier. Est-ce qu'il y a des idéaux premiers qui ne sont pas des idéaux maximaux? Oui, bien sûr. On verra ça tout de suite. Donc déjà dans le 4, c'est un exemple d'idéal premier non maximal, mais aussi dans le 3 en fait. Donc pensez un peu à ça. Y a-t-il des idéaux premiers non maximaux de Z? Déjà, quels sont les idéaux maximaux de Z? Déjà, les idéaux de Z, c'est l'ensemble des nz où n appartient à Z. Donc un idéal de Z, c'est l'ensemble des multiples de n pour un certain n fixé. Et quand est-ce qu'ils sont maximaux? Donc nz est maximal. Je peux faire un argument directement ou juste utiliser voilà le 1. nz est maximal. Ça implique que z sur nz est un corps, d'après la question 1. Mais je sais quand est-ce que z sur nz est un corps. C'est lorsque n est premier. C'est essentiellement l'identité de Bézout. Et on a équivalence. Si n est premier, ça implique que z sur nz est un corps, qui implique alors, d'après le 1 aussi, que nz est maximal. Et voici les idéaux maximaux de z. Donc c'est pour ça que dans le premier exemple qu'on a vu que 15z n'est pas maximal, car 15 n'est pas premier. Alors que 5z est maximal, car 5 est premier. Et on sait que tout idéal maximal est premier, mais dans ce cas, dans le cas de l'anneau Z, est-ce qu'il y a des idéaux premiers non maximaux? Et la réponse est oui, il y a un seul. C'est singleton 0. L'idéal trivial est un idéal premier, tout simplement car Z est un anneau intègre. Le produit de deux éléments non nuls n'est pas nul. Voilà, donc singleton 0 est un idéal premier, mais il n'est pas maximal, car soit vous dites que Z sur 0Z c'est isomorphe à Z et c'est pas un corps, soit tout simplement vous voyez que singleton 0 est strictement inclus par exemple dans 2Z, dans l'ensemble des nombres pairs, qui est un idéal strict. Voilà, donc idéaux premiers et idéaux maximaux, c'est pas toujours la même chose. Et la question 4 nous donne un exemple encore plus intéressant d'un idéal premier non maximal. Je prends Z de X, c'est-à-dire les polynômes à coefficient entier, et je prends l'idéal engendré par x2 plus 1, c'est-à-dire tous les polynômes de Z de X qui sont multiples du polynôme x2 plus 1. Donc cet idéal que je vais appeler I, l'idéal engendré par x2 plus 1, c'est par définition l'ensemble des x2 plus 1 fois P, où P est dans Z de X. Donc clairement c'est un idéal strict de Z de X, parce que 1 n'est pas de cette forme-là. Je ne peux pas trouver un polynôme P qui, multiplié par x2 plus 1, me donne le polynôme 1. Ça ne peut pas se produire. Je peux essayer de démontrer en revenant à la définition que c'est un idéal premier qui n'est pas maximal. Mais là aussi, je vais utiliser le 1, la caractérisation du 1. Donc je vais regarder le quotient A sur I et montrer que c'est un anneau intègre qui n'est pas un corps. J'aurai alors que I est premier et non maximal. Et maintenant, un truc assez classique, mais je vais y passer un peu vite là, on aura des vidéos plus tard là-dessus. Et ça apparaît souvent quand on quotiente un anneau de polynôme par un idéal. Souvent, ça s'interprète comme un anneau de nombres. Je vais faire la chose suivante. Soit phi, l'application de Z de X à valeur dans C, qui a un polynôme P de Z de X, un polynôme P à coefficient entier, donne P de I. C'est-à-dire, ça prend un polynôme P,
Et l'image, c'est, bon, j'enlève le x, je mets i à la place. Pourquoi i? Pourquoi pas racine de 2? Bon, c'est choisi de telle sorte que l'image de x2 plus 1 soit 0. Phi de x2 plus 1, c'est i2 plus 1. i2 dans i2 c'est égal à moins 1. Donc ça c'est 0. C'est-à-dire x2 plus 1 appartient à un cœur phi. Mais je peux dire en fait plus. Si q appartient à un cœur phi, alors q de i égale 0. Et ça donne que i est racine de q, qui est un polynôme à coefficient dans z ou dans r après tout. Ça donne que moins i est aussi racine. Et donc que x2 plus 1 doit forcément diviser q, c'est-à-dire que q est dans l'idéal engendré par x2 plus 1. Donc la conclusion de tout ça, c'est que cœur phi, c'est égal à l'idéal engendré par x2 plus 1. En fait, x2 plus 1, c'est un polynôme annulateur de i, et c'est le polynôme minimal de i. Si vous avez déjà vu des choses sur les polynômes annulateurs et les polynômes minimaux, on aura des vidéos plus détaillées là-dessus. Et maintenant, c'est quoi IMPHI? IMPHI, c'est après tout obtenu comment? Vous prenez un polynôme à coefficient entier et vous remplacez x par i. Et puis vous regroupez les termes pairs ensemble et les impairs ensemble. Vous savez que i0, i2, i4, i6, i8, c'est plus 1 ou moins 1. Et les impairs, c'est plus ou moins i. Et donc, pour tout p à coefficient entier, quand je remplace x par i, donc p de i, a une partie réelle entière et une partie imaginaire entière. Donc, c'est un élément de la forme, un élément de z plus i fois un autre élément de z. Donc, IMPHI est inclus dans z plus iz. Il est même facile de voir que IMPHI égale z plus iz. Tout élément de z plus iz, par exemple, 2 plus 3i. Vous pouvez l'écrire comme élément de IMPHI. Tout simplement, c'est phi du polynôme 2 plus 3x. C'est le polynôme le plus simple que je peux trouver, dont l'image c'est 2 plus 3i. Et maintenant, un théorème de factorisation, qui aussi n'est pas explicitement au programme en SP, mais qu'il vaut mieux connaître, c'est que lorsque vous avez ce phi là de z de x dans z plus iz c'est l'anneau des entiers de Gauss, on les appelle. On devra aussi faire une vidéo là-dessus, c'est un truc très classique aussi. Alors vous avez que z de x quotienté par cœur phi est isomorphe à IMPHI. Et voilà, c'est ce qu'on veut. Ce quotient-là est isomorphe à l'anneau des entiers de Gauss, à z plus iz. Maintenant, z plus iz est intègre, car c'est un sous-anneau de C. Tout sous-anneau d'un corps est un anneau intègre. Et z plus iz n'est pas un corps. Car, par exemple, 5 appartient à z plus iz. Je l'écris 5 plus i fois 0. Mais son inverse n'est pas dans z plus iz, parce que l'inverse de 5 pour la multiplication, c'est 1 sur 5. Et ça n'appartient pas à z plus iz. C'est pas un entier plus i fois un autre entier. Et donc, si on le dit pour z plus iz, on le dit aussi, on l'a automatiquement par cet isomorphisme pour ce quotient-là. Donc, le quotient z de x sur cœur phi est intègre. Et donc, d'après ce qu'on a dit avant, cœur phi est premier. Et aussi, ce n'est pas encore. Donc, d'après la question 1, cœur phi n'est pas maximal. Et cœur phi, bien sûr, c'est l'idéal engendré par x2 plus 1. Et donc, on a ce qu'on veut. L'idéal de z de x engendré par x2 plus 1 est premier et non maximal.